Merci de votre fidélité au programme de la West Africa Democracy Radio. Fidèles auditeurs, bienvenue à votre rendez-vous santé, réflexion sur Ebola, un magazine spécial de la rédaction consacré pour ce numéro à l'évolution de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Réflexion sur Ebola, une production de la West Africa Democracy Radio présentée par Suika Ofi. À travers ce magazine, nous revenons sur l'évolution de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, ses conséquences au plan social, économique, voire politique, et nous mettons en lumière les questions de bonne gouvernance, de droits de l'homme et de sécurité alimentaire liées à l'épidémie. West Africa Democracy Radio, la radio pour le dialogue. En touchant le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, la maladie à virus Ebola s'est déplacée de son épicentre de flambée d'origine qu'est l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest. Pour de nombreux experts des maladies virales, la souche Zaïre, identifiée comme étant celle isolée sur les malades en Afrique de l'Ouest, a certainement voyagé grâce à un réservoir animal. Il s'agit en l'occurrence de la chauve-souris frugivore. Le mode de transmission, ou plutôt du passage du virus du règne animal à l'homme, est donc le même depuis la découverte d'Ebola. Des aires géographiques différentes, mais avec un virus identique, avec les mêmes symptômes, les mêmes modes de transmission et la même virulence. On serait donc tenté de se demander pourquoi l'Afrique de l'Ouest a eu plus de mal à circonscrire cette épidémie, contrairement aux pays d'Afrique centrale. Le professeur Yazdon Pana, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital parisien Bichard, l'explique par plusieurs facteurs. Si on regarde un peu l'histoire des épidémies d'Ebola, la première épidémie en Afrique centrale, au Zaïre, en 1976. À la suite de cette première épidémie, il y a eu plusieurs épidémies toujours en Afrique centrale, et notamment au Zaïre, et chaque fois le nombre de cas était moins de 500 personnes touchées. Et l'épidémie s'arrêtait. Donc la première spécificité de cette épidémie, c'est lié au fait qu'on a un nombre très important de cas, ce qui n'a jamais été vu. Mais la première question qu'on s'est posée, c'est comment ça se fait qu'au cours de l'épidémie actuelle, on a eu autant de cas. Les épidémies d'Ebola, c'était au niveau de l'Afrique centrale. Dans les forêts, dans les villages assez isolés, il n'y avait pas énormément de routes, c'était pas en milieu urbain. Là, pour la première fois, l'épidémie, ça a commencé vers Macenta, en Guinée, qui est vraiment très proche des zones frontalières avec Sierra Leone, avec le Libéria, avec un mouvement de population très important dans les urbaines. Donc ça favorisait la transmission et l'épidémie a explosé dans ces pays-là. Donc une des premières raisons, c'est que jusqu'à maintenant, c'était vraiment dans des zones forestières, assez isolées, absence de routes, etc. Donc l'épidémie s'arrêtait assez rapidement. Là, beaucoup de mouvements de population, beaucoup de commerce entre les trois pays dans les zones urbaines. Donc la transmission a été beaucoup plus importante. Deuxième raison, probablement, vous savez, Libéria, Sierra Leone, des pays qui ont connu la guerre. Moi, je connais bien le Libéria. C'est un pays où, il y a quelques années, 2005-2006, il n'y avait pas du tout de structure sanitaire. C'était Médecins sans frontières qui gérait la santé dans ce pays pendant des années. Donc, du coup, c'est un pays où les mesures d'hygiène ne sont pas optimales. Donc, du coup, finalement, l'épidémie a pu exploser de cette façon-là parce qu'on était dans des zones où, non seulement il y avait des zones urbaines et les gens étaient très proches, donc la transmission se faisait de manière très importante, mais aussi parce que les structures sanitaires ne permettaient pas l'isolement des patients et de lutter contre la transmission de virus. En s'urbanisant à la limite en Afrique de l'Ouest, Ebola trouve un terreau fertile pour entraîner le plus grand nombre de victimes. La longue période d'instabilité militaro-politique que certains pays touchés ont vécu, la désorganisation des services sanitaires et l'absence de structures hospitalières dignes du nom ont contribué à accroître le nombre de victimes. Concernant la faiblesse des services sanitaires et des structures hospitalières, la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest ont le même problème. Cela s'explique en grande partie par le fait qu'aucun pays membre de la CEDEAO à ce jour n'est arrivé à consacrer plus de 7% de son produit intérieur brut au financement de la santé conformément aux recommandations des assises de Praia.
Ebola aurait donc pu faire autant de dégâts au Niger, au Burkina Faso ou même en Côte d'Ivoire si ces différents pays avaient été touchés. Au-delà de ces facteurs d'ordre structurel figure également le non-respect des standards d'hygiène. Le cas de la Guinée le démontre bien. Selon le docteur Bilavogui Pepe, directeur national de l'hygiène publique au ministère de la Santé de la République de Guinée, le pays a été confronté successivement au choléra et à la fièvre Lassa, deux maladies ayant pour dénominateur commun le manque d'hygiène, sans que les populations n'en tirent des leçons. Au plan de l'hygiène, nous avons fourni des efforts, c'est vrai, mais ce qui reste à faire est considérable. Ces maladies ont pour dénominateur commun l'hygiène qu'il faut développer, les mesures de prévention, les précautions standards de prévention dictées par l'OMS. Donc, toutes ces mesures-là devraient être, notamment l'hygiène de la main, l'hygiène corporelle, les mesures qui, une fois appliquées, nous permettent d'éviter autant que possible ces maladies. Vous savez, avec surtout Ebola, une partie importante de la population commence à comprendre que ces mesures seules peuvent permettre d'éviter la maladie. Ça crée la psychose, donc ça permet à chacun de se rendre compte qu'il faut absolument ces mesures parce que les localités qui ne sont pas touchées ne comprenaient pas très bien que ce sont ces mesures-là qui permettent d'éviter la maladie. Mais les localités où la maladie a fait beaucoup de dégâts sont des localités qui comprennent maintenant l'avantage, qui comprennent l'importance de l'hygiène. Et les mesures d'hygiène aujourd'hui, quand vous allez en Guinée, tout le monde comprend, on se lave les mains. Partout où vous partez, que ce soit dans les lieux publics et dans les familles, chacun a son flacon, soit de chlore concentré qui est habituellement utilisé en Guinée avec d'autres désinfectants. Maintenant, la fréquence avec laquelle on fait le lavage des mains, c'est plus que très considérable par rapport à avant. Donc je pense que oui, on a fait beaucoup de progrès en Guinée et je crois que l'épidémie de fièvre à virus Ebola a permis aussi de faire une prise de conscience des Guinéens par rapport à l'hygiène. Peu importe les raisons qui ont contribué à amplifier l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, une chose est sûre, elle aura contribué à arracher des milliers d'êtres à l'affection de leur communauté et de leur famille. Au-delà des victimes, Ebola a touché aux fondements socio-culturels et anthropologiques des communautés. L'esprit d'entraide, l'acceptation de l'autre peu importe son origine, le soutien et l'hospitalité propres aux peuples africains ont littéralement disparu. Le professeur d'anthropologie sociale Cheikh Ibrahima Niang de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a eu l'opportunité de parler à ce qui reste de villages entiers décimés par la maladie. À la peine d'avoir perdu un parent ou un ami, se mêle un sentiment de colère d'avoir été abandonné par un gouvernement et surtout l'incompréhension de ne pouvoir ensevelir dignement les membres de la communauté conformément à la tradition. Nous avons ici une philosophie de la vie et de la mort qui considère la mort comme étant une continuation de la vie sous d'autres formes. Ce qui fait donc qu'il y a comme une sorte de principe de base qui fait qu'on doit faire un ensemble de rituels pour permettre aux morts d'aller en paix, de continuer son parcours ontologique. Ce qui fait que les actes rituels de purification, les bains rituels, le fait de toucher le mort, tout cet ensemble-là a pour fonction de renouveler des relations au niveau de la société, de recréer la cohésion sociale, parce que c'est en même temps aussi des pratiques et des rites de réintégration, de recomposition de la société à l'occasion de la mort. Nous devons partir de cela. Nous devons partir des valeurs et des concepts qui sont derrière cela, dont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la reconstruction de la cohésion sociale, mais aussi l'expression de l'empathie. Nous sommes dans des sociétés où l'expression de l'empathie a non seulement pour objet de reconstruire la solidité des liens, mais aussi d'agir sur le corps et l'esprit des individus. C'est-à-dire que quand une personne est malade, le fait de la toucher, le fait de montrer une certaine solidarité avec elle, le fait de la prendre en charge, et généralement c'est le fait des femmes, mais aussi des hommes, tous ces faits-là ont pour but d'éloigner la maladie, de renforcer psychologiquement l'individu et de préparer son corps à résister face à la maladie. Et en même temps aussi de reconstruire les différents tissus sociaux qui permettent la cohésion de la société. Donc nous partons de ces éléments positifs. Alors, en partant de ces éléments positifs, nous
Posons maintenant le risque que constitue Ebola par rapport à ces éléments positifs. Parce que Ebola est en train de tout détruire, parce qu'à force de perpétuer ces pratiques qui mettent les individus à risque d'infection et de transmission du virus, puisque le virus est très virulent une fois que la personne est malade et extrêmement virulente une fois que la personne est décédée. Le virus, c'est le virus lui-même qui constitue le principal danger par rapport à la pratique. Alors, mais ce n'est pas la pratique en elle-même, c'est le concept. La question qu'on va se poser, c'est comment on va perpétuer le concept tout en changeant les pratiques et en assurant que le concept soit préservé dans la sécurité. Et pour préserver les rites traditionnels tout en préservant la vie des membres de la communauté, des alternatives ancestrales oubliées ont refait surface. Les corps qu'on ne peut pas toucher en raison de la maladie sont raccompagnés vers les ancêtres avec les rites du pardon en raison du corps impur abandonné par la communauté. West African Democracy Radio, la radio pour le dialogue. Si des alternatives ont été trouvées pour perpétuer la tradition sans toutefois exposer les membres de la communauté, peut-on en dire autant au plan des relations inter-États au cours de cette épidémie? L'alternative toute trouvée par certains États pour se protéger contre Ebola aura consisté simplement à la fermeture des frontières. C'est le cas de pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, bien qu'une telle décision ne se justifiait pas au regard des principes de l'Organisation mondiale de la santé. Rodrigue Barry, chargé de la communication du plaidoyer pour l'Organisation mondiale de la santé, équipe interpays, chargée de l'Afrique de l'Ouest. La directrice générale de l'OMS, quand elle a prononcé l'urgence de santé publique, elle a bien précisé et c'est reconnu que la fermeture des frontières n'est pas la solution, puisque la maladie à virus Ebola n'est pas une maladie qui se transmet par l'air. C'est une maladie de contact, ce qui est différent de maladies comme la grippe H1N1 où il y avait des restrictions sur les voyages parce que ça se transmet dans l'air. Donc fermer, c'est la souveraineté des États, mais l'OMS ne préconise pas la fermeture des frontières. Ce que les pays doivent faire, c'est de vraiment contrôler les entrées, les sorties comme c'est recommandé. Vous avez vu, tout le monde est équipé maintenant de thermomètres à laser pour prendre les températures parce que les premiers signes de Ebola, c'est surtout la forte fièvre, etc., etc. Il faut redoubler de vigilance, c'est ce que l'OMS recommande. Toutes les autres initiatives sont les bienvenues. Mais pourvu que, comme le dit le règlement, ça n'entrave pas le commerce. Et puis ensuite, on verra qu'il y a des impacts économiques sur la vie des pays. Vous avez vu que la Banque africaine de développement a déjà annoncé des baisses et des taux négatifs de croissance dans la plupart des pays. Donc on verra beaucoup plus d'impact économique et la fermeture des frontières ne va faire qu'accentuer cela parce qu'aujourd'hui, tous les pays sont interdépendants. En plus de la fermeture des frontières qui a entraîné de fortes pertes économiques, des mesures de prévention imposées à l'intérieur même des pays non affectés et les orientations des stratégies de communication ont contribué à accentuer la psychose au sein des populations. La communication en situation de crise sanitaire, clé de voûte du succès des campagnes anti-Ebola en Afrique centrale, a bien eu du mal à porter des fruits en Afrique de l'Ouest. Les raisons de ce quasi-échec sont multiples. Nous citerons entre autres les messages de sensibilisation mal adaptés aux réalités du terrain, les lenteurs dans la réponse, l'omniprésence des agences gouvernementales et leur quasi-monopole de la communication autour d'Ebola. Amadou Matarba, fondateur du groupe All Africa Global Media, estime que les médias auraient pu susciter un débat de fond sur l'orientation de la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut dire, c'est que donc on est parti sur un plan totalement infrastructurel déficient. Donc, à partir de là, on a eu beaucoup de difficultés. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu faire mieux. Et les médias, en général, des radios en particulier, auraient pu faire beaucoup mieux. En termes de sensibilisation, parce que vous savez, Ebola, c'est vrai, c'est une maladie super grave, très grave. Mais si dès le début, tout le monde s'y était mis, le gouvernement, la société civile et les médias en termes de communication pour expliquer aux gens comment se protéger, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc, il faut au contraire se réarmer, il faut se retrousser les manches, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on non seulement on stabilise la courbe, mais qu'on fasse redescendre la courbe. C'est la seule solution, on n'a pas le choix.
Le choix est entre ça ou entre la perte de nos communautés. On ne peut pas perdre nos communautés. Donc, il faut que nous aussi, professionnels des médias, nous faisons du nôtre, qui est sensibilisation, 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 mais également poser les questions difficiles à nos leaders pour leur demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Pas simplement au niveau national, je parle même au niveau local, au niveau des communautés. Il faut que les gens dans les villages puissent demander aux responsables de la santé dans leur village qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire au cas où on aurait un cas. C'est surtout ça, poser des questions qu'il faut aux personnes qu'il faut afin que la mobilisation se fasse. Mais la plupart du temps, lorsque nous nous approchons des professionnels des médias, des entreprises de presse, de nombreux patrons de presse ont peur d'envoyer leurs hommes dans ces pays qui sont touchés par la maladie à virus Ebola. On ne remarque qu'il y a que des grands médias, CNN, RFI, France 24, qui ont le courage d'envoyer leurs reporters. Est-ce que l'Afrique aussi, au plan médiatique, doit délaisser la couverture d'Ebola sous prétexte qu'il y a des risques pour les hommes et les femmes qui doivent aller sur le terrain? Absolument pas. Quelle est la vocation du journaliste? La vocation du journaliste est d'être là où les populations ne peuvent pas être nécessairement pour pouvoir parler de ce qui se passe. Il faut que les professionnels des médias puissent être sensibilisés à leur propre protection. Il ne s'agit pas d'aller se jeter dans les bras d'Ebola. Non, il faut que les professionnels des médias soient sensibilisés à comment éviter cette maladie, mais qu'on les envoie également avec toute la protection et toute la garantie nécessaire pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Parce que c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. CNN, BBC, etc., c'est très bien. Mais qui, dans nos villages, qui, dans nos communautés, a accès à CNN, à BBC et qui comprennent ce qu'ils disent? Ce sont des chaînes qui parlent en anglais. OK? C'est peut-être bien en Sierra Leone et au Libéria, pas en Guinée, pas en Côte d'Ivoire, pas... Et il faut qu'on fasse attention. Si on ne s'y met pas en tant que professionnel des médias, il y a peu de chances que nos populations soient sensibilisées à comment éviter de contracter cette maladie. Donc il faut que nous tous, que nous nous y mettions, travaillant de concert avec les gouvernants, les gouvernements, avec la société civile, avec les associations, partout où c'est possible, pour qu'enfin on puisse arrêter la progression de cette maladie. Vous écoutez Réflexions sur Ebola, une coproduction de la West Africa Democracy Radio et de l'ONG Oxfam. Bien que les stratégies de communication aient par moments été mises en place dans une certaine précipitation, elles auront par endroits contribué à freiner la propagation de la maladie à virus Ebola. Le matraquage médiatique à travers tous les supports de communication en Côte d'Ivoire aura permis à titre d'exemple d'informer un maximum d'Ivoiriens. Une stratégie payante qui explique en grande partie le fait que le pays jusqu'à ce jour n'a enregistré aucun cas de contamination. Un succès dans la lutte auquel s'ajoutent plusieurs autres stratégies de sensibilisation et de formation des agents de santé, des professionnels des médias et des populations. Dr Daouda Koulibaly, chef du service de surveillance épidémiologique à l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. L'épidémie a été déclarée le 21 mars 2014 en Guinée. Et la Côte d'Ivoire partage une frontière commune avec ce pays. Puis par la suite, l'épidémie s'est propagée également au Libéria qui partage une frontière avec nous. Les mesures qui ont été mises en place ont été des mesures immédiates. Donc, renforcement du contrôle sanitaire aux frontières, surveillance épidémiologique. Mais la mesure phare a été surtout l'information et la sensibilisation des populations, avec l'implication des autorités préfectorales, avec l'implication de la communauté elle-même, et puis la mise en place de ce qu'on appelle des centres de coordination avancés, donc des équipes qui sont allées soutenir les équipes locales, faire en sorte que le centre des décisions se déplace directement au niveau des centres des opérations, et c'est comme ça que nous avons procédé jusqu'à présent. Et puis avec l'évolution de l'épidémie, avec l'augmentation du risque de propagation de la maladie chez nous, des mesures dites exceptionnelles ont été mises en place. Il s'agit des mesures de restriction de mouvement, des fermetures de frontières, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment la Côte d'Ivoire essaie de gérer cette situation jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans le hameau le plus reculé de la Côte d'Ivoire, un médecin ivoirien peut reconnaître la maladie à virus Ebola, puisque la plupart du temps, selon les informations qui nous reviennent, cette maladie débute comme un banal palu? Oui, les médecins ivoiriens ont été formés à la reconnaissance d'un cas suspect de fièvre Ebola. Mais
Connaître un cas en lui-même n'est pas difficile. Vous l'avez dit, les signes sont similaires un peu à d'autres maladies qui sont beaucoup plus fréquentes chez nous. Fièvre, maux de tête, saignement, diarrhée, douleur abdominale. Donc ça, c'est des signes classiques de plusieurs maladies. Donc il n'est pas difficile à un médecin pour le reconnaître. Mais nous, dans notre contexte, en plus de ces signes, puisque nous sommes un pays non affecté encore et qu'il n'y a pas de transmission communautaire chez nous, en plus de ces signes, il faut rechercher des facteurs d'exposition. La notion de séjour récent dans une localité affectée par la maladie, la notion de contact avec un animal infecté par la maladie, la notion de contact avec un cas avéré de fièvre Ebola. Donc, c'est ces deux facteurs associés qui vous permettent d'identifier le cas suspect. Et quand ce cas est suspect, il fait l'objet d'un prélèvement sanguin qui est acheminé à l'Institut Pasteur. Et c'est à l'issue de cela qu'on peut dire qu'il est confirmé ou infirmé. Est-ce que l'ouverture des frontières sonne encore plus l'alarme pour l'Institut national d'hygiène publique concernant, bien sûr, la vigilance qu'il faut avoir au niveau des services sanitaires? Oui, les services vont rester toujours vigilants, aussi bien au niveau de l'aéroport. Le contrôle sanitaire va être renforcé. Les équipes seront disponibles à l'aéroport 24 heures sur 24 pour checker les personnes qui viennent de ces zones affectées par la maladie à virus Ebola. Il s'agira vraiment d'un contrôle à leur niveau. Les dispositions sont prises pour que ces personnes qui arrivent puissent faire l'objet de contrôles, d'informations sur leur état de santé, la déclaration de santé, la prise de contrôle de température avec un scanner thermique. Et puis, il y a une unité de pandémie qui est à l'aéroport pour examiner les éventuels cas suspects. Toutes ces stratégies de communication et de sensibilisation n'auraient pas porté de fruits sans une implication effective des communautés à la base. Et pour rassurer ces communautés, rien de plus important pour les décideurs que d'aller au contact des populations, les écouter, dissiper leurs craintes et apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations en décentralisant les mécanismes d'alerte précoce et de sensibilisation, mais aussi et surtout en impliquant les populations dans la lutte à travers des messages clairs, cohérents et accessibles à tous, même dans les hameaux les plus reculés. Raymond Goudou Kofi, ministre ivoirien de la Santé et de la lutte contre le sida. Toutes les actions que nous menons actuellement, ce sont des actions de sensibilisation. La maladie est extrêmement virulente. Le virus, c'est-à-dire la petite bête qui contamine, se trouve dans l'animal. Et plus particulièrement, les rongeurs et puis également la chauve-souris. Vous savez que dans nos pays, un des plats préférés, surtout en Côte d'Ivoire, ce sont les rongeurs, c'est-à-dire les agoutis, les hérissons, porc-épic et autres. Et malheureusement, nous pouvons trouver le virus au sein de ces animaux-là. Donc, la sensibilisation que nous menons tous azimuts aujourd'hui avec l'accompagnement de nos préfets, c'est que la maladie se trouve aujourd'hui en Guinée, au Libéria, déclarée en Sierra Leone. Alors, de la sorte, vous savez que nous partageons des frontières communes avec dans ces pays que je viens de citer plus particulièrement. Et nous avons très tôt mis des postes avancés. Nous sommes appuyés en cela par tous les préfets. Nous avons lancé des campagnes de sensibilisation pour expliquer aux gens que c'est d'abord une question d'hygiène, se laver les mains régulièrement à l'eau ou le savon. C'est également de dire à nos agents de santé qui sont les premiers en contact avec les malades de porter des gants, de porter des bavettes. Dieu merci, nous n'avons aucun cas déclaré en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la population. Nos préfets font un travail phénoménal avec nos agents de santé parce que vous savez que les frontières chez nous, elles sont extrêmement poreuses et qu'au lieu d'utiliser les frontières normales, nous savons qu'il existe des pistes. Et c'est en cela où nous voulons encore demander à tous les villageois, tous les premiers villages qui se trouvent après des frontières, d'être vraiment prudents. S'ils ont des parents qui arrivent, ne serait-ce que pour des funérailles et autres, et qu'il y a un mort qui vient de l'autre côté, d'éviter de le manipuler avec les mains, sans protection, parce que dès que le virus est entré dans l'homme, il le transmet automatiquement à l'homme également. Donc vigilance, et le virus d'Ebola ne doit pas entrer en Côte d'Ivoire. L'évolution de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest nous a permis d'identifier la mobilisation des communautés à la base et la communication de masse en situation de crise sanitaire comme étant des outils efficaces de lutte. Mais la mise en place de mécanismes de communication efficaces tient compte de plusieurs facteurs dont nous parlerons lors de nos prochains rendez-vous avec un œil sur le rôle particulier des médias. Merci d'être resté en notre compagnie pour ce numéro de réflexion sur Ebola, un magazine de la West Africa Democracy Radio et de l'ONG Oxfam dans le cadre du projet Monitoring Ebola Response. Suis Kaofi à la présentation. Au plaisir de vous retrouver très vite pour un autre numéro de réflexion sur Ebola.